que nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Vous êtes en train de nous suivre un peu partout dans le monde, en direct, ici en République démocratique du Congo, dans la capitale, à Kinshasa. Cette émission au centre, vous avez l'habitude de suivre ça en direct sur nos chaînes YouTube. Vous nous suivez maintenant là sur Au Centre TV, Delcas, Télévision, Communication Plus TV. La même émission, vous allez suivre ça dans plus de 16 chaînes. 10e Rue Télévision, BRT Central TV, Communication Plus et tant d'autres. C'est votre grand plateau. Ici, je suis avec les têtes bien faites de la République parce que nous devons quand même réfléchir sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Sur ces plateaux, nous avons la présence de l'ambassadeur Alain Atundou. Il est ici avec nous. Il fit patron de l'ANER. Il était ambassadeur, la tête bien faite. Vous les considérez comme une bibliothèque de la République. Il est ici avec nous. Monsieur l'ambassadeur, soyez le bienvenu. Merci. J'ai aussi 12 ans de carrière managériale. Voilà. De l'autre côté, nous avons la présence de monsieur Moïse Monidela. Vous les connaissez, la personne qui avait fait une opposition très radicale au régime Kabila. Aujourd'hui, il est là pour l'intérêt de la nation. Il est président d'un parti politique CONAD. Président Moïse Monidela, soyez le bienvenu. Merci, mais la présentation n'est pas exacte. Ok. Je n'ai pas commencé seulement l'opposition à l'époque des Kabila. Vous pouvez ajouter, parce que... Vice-ministre de la presse et information. Bien sûr. Mandataire de l'État. J'essaie. Bon, voilà. Je n'ai pas compris. Bon, parce que si j'essaie de tout dire, nous risquons de dormir ici, monsieur l'ambassadeur et les autres. Merci quand même de nous avoir rappelé également. De l'autre côté, nous avons la présence de monsieur Yves Mpunga, lui qui est expert en économie numérique. Il fit candidat président de la République en 2018, au même titre avec Félix Antoine Tshisekedi, Martin Fayulu et tant d'autres. C'est une tête bien faite de la République. Il fait beaucoup pour la République démocratique du Congo en dehors de la RDC. Il est ici avec nous. Monsieur Yves Mpunga, soyez le bienvenu. Récemment, on vous avait consulté par M. Ebiawan, au même titre avec président Moïse Monidela. Mais avec vous, nous allons tenter de répondre aux questions très questionnantes de l'opinion et aussi de la République. Premièrement, nous allons essayer un peu de réfléchir sur les deals entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Il y a plusieurs personnes qui s'interrogent sur ces deals. Est-ce qu'il y aura une paix durable si les États-Unis nous accompagnent en échange de nos minéraux? La deuxième question, c'est la situation politique de la République démocratique du Congo. Il semblerait que certaines personnalités politiques ou certains Congolais, ils sont plus à la merci du Rwanda et des ennemis. Ils sont inconscients et on les manipule pour détruire les Congos. On va essayer un peu de réfléchir sur toutes ces questions. La question du fédéralisme et l'unitarisme, on va essayer un peu de placer aussi un mot sur ça. Mais je préfère commencer par M. Yves Mpunga. Je sais pourquoi, parce que lui, il était quand même candidat président de la République. Il avait une vision pour les Congos. Il est ici avec nous. M. Yves Mpunga, d'entrée des jeux, pensez-vous que la République démocratique du Congo, avec sa classe politique, nous pouvons mieux faire 64 ans après? Oui, merci M. Delphin. La classe politique en RDC. Oui, vous savez, dans un pays de plus de 100 millions d'habitants, il faudrait des têtes bien faites, comme vous l'avez dit, et puis une classe politique pour gérer le pays. Il y a, en ce moment, nous sommes à l'ère de l'économie numérique, où l'Internet 6G maintenant passe, la technologie avance, et nous voyons que nos institutions, depuis 1960, n'ont pas changé, sont les mêmes. Dans quel sens?
Vous savez, la configuration actuelle de la gestion du pays ne permettra pas à notre population de voir le développement, au pays de se développer. On peut beau faire, on peut tout faire. Vous avez vu depuis Mobutu, vous avez vu lorsque la CNS, Conférence souveraine, il y a eu des changements et des changements. On n'a toujours pas de développement. Le pays est toujours, on a toujours des embouteillages, des inondations, les peuples, la même configuration. Alors, je me demande, ou on se demande, vous poserez la question, il manquerait quelque chose, une épice, quelque chose pour que la RDC puisse décoller. Parce que tous les pays du monde décollent. Lorsqu'on parle RDC, on est toujours à l'avant-dernière de la liste de tous les pays. Un pays sous-développé. Alors là, vient un... Alors, je vous explique maintenant en détail un peu pour que vous compreniez. Il y a eu des économistes qui ont géré ce pays. Des économistes, des brillantes têtes et des administrateurs, des managers qui ont géré le pays. Alors, le pays est grand. Grande population. Il a manqué maintenant ce qu'on appelle la technologie pour accompagner la gestion. Une technologie. Dans quel sens? Supposons que je suis ici maintenant avec vous, on est en train de parler, et nous voulons voir la commune, par exemple, de Bunagana ou des Katakokombe. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Combien de gens avons-nous là-bas? La population, les rues, les avenues. Il nous est impossible. Il est impossible à la population de savoir, avoir toutes les données à temps réel. Alors, gérer ce grand pays avec des mécanismes ou des outils empiriques, archaïques, on peut mettre un ange à la tête du pays ou à la tête de la gestion du pays, il sera impossible de voir le développement. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait qu'il y ait une formatation, une actualisation des connaissances dans notre classe numérique, dans notre classe politique. Il faudrait que tout le monde, professeur, administrateur, gestionnaire, puisse savoir qu'il y a un outil qu'on appelle l'économie numérique. Le numérique, ça veut dire quoi le numérique? Ça ne vient pas tirer l'homme de la place parce que l'homme sera toujours là. Mais c'est la centralisation des données. Permettre tous les outils macroéconomiques, les agrégats maintenant, auront un outil qui sera un dénominateur commun pour que l'État puisse savoir qui est qui. Notre guerre en ce moment, vous voyez, on a une guerre. Vous avez parlé de la guerre, l'ennemi, tout ce que vous entendez dire. Mais il y a un problème. Nous ne savons pas qui est Congolais, qui ne l'est pas. Lorsqu'on parle de développement, quel outil? Pourquoi depuis 1960, on a eu les cartes d'identité vertes de Mobutu, jusqu'aujourd'hui, il n'y a plus rien. Donc, si nous ne commençons pas avec la gestion, en utilisant l'économie numérique, la technologie, on peut tout dire, on ne saura pas développer le pays. Merci. Alors, monsieur l'ambassadeur Aléa Toundou, vous avez traversé les époques. Pensez-vous que le Congo a un problème d'un capital humain? Il faut réformer le Congolais, il faut actualiser le Congolais pour que nous puissions essayer au moins d'espérer d'aller vers le développement. À vrai dire, nous n'avons pas un problème de capital humain. S'il faut parler de chiffres, à l'indépendance, on avait quoi? 10 universitaires et quelques diplômés. Mais aujourd'hui, on a un pléthore d'universitaires et des diplômés dans des secteurs aussi différents que le numérique, qui, il y a quelque temps, n'intervenaient pas dans les débats. Alors, nous avons un problème, d'abord, de conception de notre développement. Est-ce que nous sommes capables d'avoir une autonomie existentielle, c'est-à-dire la capacité de déterminer par nous-mêmes, pour nous-mêmes et en nous, les lois et les instruments de développement? Il faut d'abord ça. Nous devons nous en approprier. Si nous sommes incapables et que nous empruntons, nous devons nous en approprier à travers l'éducation. Donc, quel est le type d'éducation que nous avons ici maintenant? Est-ce en fonction des problèmes ou des défis et des enjeux qui nous attendent, ou bien c'est un système d'éducation stéréotypé
il y avait les humanités gréco-latines, ils ont fait, bon, remettons les humanités gréco-latines. Il y a le système américain où c'est pas nécessaire de faire l'université. Non, ce ne sont pas nécessairement en fonction de nos besoins, mais en fonction de la curiosité collective de nos compatriotes qui apportent une certaine richesse à notre pensée collective. Donc, ça c'est d'abord un. Deuxièmement, c'est l'utilisation judicieuse de ces compétences. Vous voyez, notre frère Punga, vous le promenez dans la rue, vous dites non, il est docteur ou spécialiste en économie numérique. Bon, économie, par la force des choses, on sait ce que c'est, mais numérique, demandez à n'importe quel ici, il ne sait pas à quoi il fait référence. D'où il faut rentrer encore dans l'éducation. Troisièmement, le développement suppose une sérénité nationale. La sérénité ne peut pas intervenir dans un pays agressé et occupé. Pour chasser l'agresseur et recouvrer l'autonomie, il faut des citoyens conscients, bien formés. Donc nous revenons encore à l'éducation. Et donc, notre problème, c'est d'abord de trouver un modèle pour nos problèmes et former des citoyens pour résoudre nos problèmes. Merci. Alors, M. Mouzmouli est là, je précise bien que ces plateaux, c'est pour essayer de donner une orientation à ceux qui pensent faire mieux et à aider également l'opinion publique qui semble être dans l'ignorance. Est-ce le Congo a un problème d'un capital humain ou il faut essayer d'adapter notre système éducatif aux réalités actuelles pour que nous puissions penser à un développement? C'est quoi le vrai problème? Merci. Ben, permettez que je puisse avoir une pensée à un grand homme qui vient de disparaître, le pape François, qui lui, il pensait au problème du Congo. Il disait, levez vos mains dans les affaires du Congo. Donc je crois que c'est le Congo est le dernier pays africain qu'il a visité. Parce que il savait que le Congo c'est un pays solution. Il l'a dit. Donc, je crois que les Congolais doivent lui rendre, musulman que je suis, mais cela ne m'empêche pas de penser à ces grands hommes. Et il mérite des hommages de tout un peuple, parce qu'il était l'ami du Congo. Cela étant dit, par rapport à votre question, le problème c'est l'homme. Oui, il faut l'économie numérique, mais qui va faire cette économie numérique? C'est l'homme congolais. Donc il faut tout d'abord investir sur cet homme-là. Il faut reformater, il faut formater cet homme-là, qui lui, au second degré, il va faire un programme. Lui, au second degré ou au troisième degré, il va appliquer. Donc, nous avons un problème d'homme. Oui, quelle éducation? L'ambassadeur nous dit qu'il faut quelle forme d'éducation. Donc il faut réformer. Mais avant d'aller à la formation, il y a la famille qui est l'usine la plus sophistiquée, où on doit former l'homme. C'est la famille, la cellule mère d'une nation. C'est là où il faut insister. Il faut que ces parents-là puissent avoir l'éducation. Avant, vous n'étiez pas là, mais on a fait le parent, l'éducation. Un parent qui accepte que son fils injurie son ami, son voisin. Et il est là pour défendre. Donc il n'y a plus de valeurs. Les valeurs qui ont fait à l'époque. C'est ça le ciment, c'est ça la fondation, la base, c'est l'éducation. Et après, c'est l'instruction. Donc, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. L'école de la République. L'école de Jules. Hier, on parle d'école de Jules Ferry. C'est quoi l'école de Jules Ferry? C'est l'école qui donne la science. Mais la conscience, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est pour ça, moi, j'ai eu l'habitude de dire, je ne fais pas la politique des connivences ou des convenances. Je fais la politique des consciences. Ça a une signification.
C'est-à-dire, si on fait la politique juste pour la politique, bon, qu'on voit qu'on a des diplômes, on est bardé des diplômes, ce n'est pas ça qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est l'autre, être au service de l'autre. Et pour être au service de l'autre, mais il faut s'imprégner, il faut avoir des valeurs. Et donc, pour moi, je dis par rapport à votre question, la base, on ne peut pas construire aujourd'hui, je ne sais pas là où nous sommes, il y a combien d'étages, mais avant qu'on en arrive là, je pense qu'il y a eu une fondation adaptée, une fondation solide. Tout à l'heure là, je ne sais pas, je ne savais même pas, parce que moi, on a parlé avec monsieur l'ambassadeur de ces problèmes-là, de l'éducation, on a parlé de la base, de la formation, Monsieur Punga vient de parler, il faut formenter. Moi, je crois que il faut changer notre système éducatif. S'il faut formenter, avant le système éducatif, je parlais des parents qui doivent assumer leurs responsabilités de parents. Ça commence par là. Il semble que l'État est démissionnaire. Et donc, je pense que vous pensez seulement à l'éducation. Oui, mais c'est un tout. Ministère de l'éducation, pas ministère de l'enseignement. L'éducation commence à la base. La base, c'est la famille. Il faut aussi investir, voilà. Et c'est très important. Alors, M. Yves Punga, je pense que vous étiez candidat président de la République en 2018. Donc, s'il est quand même un problème du capital humain, et il faut formater présentement l'homme congolais, ce qui veut dire nous sommes en retard. Donc, même les gens qui négocient pour les Congos ailleurs, ils sont en train de négocier sur des bases non durables. Est-ce l'homme politique congolais aujourd'hui peut engager la République avec d'autres pays et apporter un réponses? Ok, avant de répondre à votre question, M. Delphin, je voudrais donner un raccourci à tout ce que notre éminent ambassadeur, notre éminent collègue ici a donné, a dit. Président Moïse Moutier. Le raccourci au développement et à l'économie numérique. Les raccourcis. Imaginez qu'en ce moment, le président de la République ou l'exécutif disent nous engageons 2000 jeunes, 2000 en ce moment, de toutes parts, de Kinshasa. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous disons, je vous donne juste un raccourci. En 2 minutes, vous allez comprendre que peut-être ce qu'ils ont évoqué, nous parlons de l'éducation d'ici 30-40 ans. Une génération doit partir. Or, nous parlons de la génération actuelle. Qu'est-ce qu'il faut faire? 2000 jeunes, nous nous mettons ensemble au mois de mai, par exemple, nous construisons vers Sélé un centre technologique de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui fera ce centre? Alors, ces jeunes, supposons, nous les payons chacun $700, nous construisons, nous faisons tout, 50 millions de dollars en main, quantifiés. Alors, nous allons créer, nous embauchons des informaticiens, des économistes, des administrateurs, des gestionnaires, toute classe politique, classe sociale, et on va commencer à créer des systèmes pour gérer nos communes, nos quartiers, les maisons, savoir à Lemba, tel quartier qui habite, quelle famille, les agrégats familiales, tout l'ensemble. Nous commençons par là. Nous montons maintenant vers la commune pour savoir il y a combien de marchés, combien d'opérateurs économiques, combien d'écoles, combien d'hôpitaux. Là, c'est un fichier. C'est rien du tout. On le fait. Nous contrôlons les finances, et nous formons au même moment, en 6 mois, de mai à octobre, en 6 mois, le Congo aura déjà un système centralisé des données. Alors, j'en reviens. Maintenant, avec cela, l'État, nous répliquons la même procédure dans toutes les communes de la République. L'État maintenant dira, voilà, en 6 mois, nous pouvons avoir une carte d'identité biométrique. Parce que moi, je vais arriver à votre question de négociation. Carte d'identité biométrique. Tout Congolais maintenant aura une carte d'identité où il y aura un numéro d'identification fiscale, tout le monde, et l'État. On a dit que notre excellent ambassadeur était une sorte de AG de l'ANER. L'ANER, là où il est, quelqu'un passe dans la rue, directement avec la photo, on sait qui est qui. Kouloun a fini. Les communes maintenant auront déjà, on saura les recettes des communes. Plus on parlera de la vraie bancarisation.
On a entendu de la bancarisation, c'est là, ce n'est pas la bancarisation. Ok. Alors, la vraie, tandis que la bancarisation, c'est quand l'État paye par banque et les entreprises, et les citoyens aussi payent par banque, vice-versa, pour éliminer la monnaie fiduciaire. Ok? Alors, lorsque nous contrôlons ensemble une carte d'identité, maintenant, on parle de la guerre. Nous saurons qui est congolais, qui ne l'est pas. Nos frontières seront protégées. Alors, maintenant, négocier. En ce moment, nous parlons des négociations. Les gens conscients. Parce que je vous dirais que cette histoire où nos compatriotes là-bas à Goma, où ils sont basés, en train de faire, c'est là où aura des répercussions sur leur vie d'ici. Parce que on ne fait pas la guerre pour tuer ses propres frères. Lorsqu'il y a mort d'homme, c'est là on a déjà une question à se poser. Le sang humain, on dit, nous on est chrétiens, notre cher confrère est musulman, mais le sang d'Abel parle jusqu'à aujourd'hui. Alors, maintenant, pour avoir cette éducation, pour aller négocier, vous parlez de la guerre, mais vous oubliez que nous avons deux guerres. Nous avons cette guerre-là, des armes, et on a aussi une guerre qui est passive, silencieuse. La guerre où nous voulons des routes. Pour venir ici, il faut passer 4 heures du temps dans l'embouteillage. La guerre où il faut un salaire décent. La guerre, il faut des écoles, des hôpitaux, des universités. Le professeur, lorsque nous parlons d'éducation dans 40 ans, avec quel salaire de professeur? Le professeur qui gagne $500 doit donner cours à 10 universités pour avoir $5 000 et payer son loyer. Déjà ça, nous parlons d'une guerre du sous-développement. Et cette guerre-là du sous-développement, nous la résolvons avec l'économie numérique. On dit que l'économie numérique est un raccourci au développement. Toutes les théories que nous donnerons ici, lorsque nous appliquons comment on appelle l'économie numérique, en un mois, l'État peut déjà voir clair dans sa gestion. Merci. Alors, monsieur l'ambassadeur Aléa Toundou, c'est un peu technique, hein, mais comprenez, c'est les plateaux des grands. Monsieur l'ambassadeur, nous parlons des négociateurs. Si l'hypothèse de monsieur le président Moïse Boumindela et monsieur Yves Ponga disant qu'il y a un problème avec Capital Lima, c'est qu'il veut dire, même les gens que la République donne mandat pour aller négocier, ils n'ont pas des bases solides pour aller négocier afin que le Congo gagne. Je parle du dernier contrat, un deal entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Est-ce que ceux qui partent là-bas pour aller négocier savent réellement quoi dire aux autres? Parce qu'eux, ils sont développés dans il est toujours hasardeux de résumer l'histoire d'un peuple, d'un État de 60 ans en l'espace d'une minute d'exposé. Je pense qu'en tout état de cause, le développement tertiaire, les traitements numériques, c'est un développement tertiaire. Il faut déjà beaucoup de bases pour accéder à ce qu'il a fait. Monsieur Moïse a parlé de quelque chose de fondamental. C'est l'homme. Où commence l'homme? L'homme commence dans le ventre de sa mère. Si sa mère est suivie, vous aurez un homme, un bébé bien fait. Arrivé à la maison, il doit être nourri, il doit être traité avec amabilité, et puis veiller à son éducation et à son instruction. Éducation, pour nous les chrétiens, c'est que l'enfant doit être baptisé pour qu'il ait un cap spirituel dans la vie. Après, il faut lui donner les instruments qui lui permettront de comprendre les problèmes que nous avons et les voies de solution. Et il faut lui donner une conscience qui s'élève au-dessus du matériel.
faut lui donner cette conscience-là. Parce que le développement, c'est un processus cumulatif et ardu. C'est très difficile de se développer, n'est-ce pas? Pour que vous soyez aussi élégamment habillé, eh bien, je ne sais pas combien de jours cela a pris. Celui qui a confectionné le costume, celui qui a imaginé la cravate, celui qui a conçu la montre, et vous-même, le temps que vous avez mis à faire l'harmonie de présentation. Donc, je pense que nous devons, quel que soit le problème, devons penser à l'homme. Parce que vous avez donné l'exemple, effectivement. Si nous aurons la population du Congo. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que les instruments de captation ne sont pas là. Je vous donne l'exemple de 145 territoires. Parce que c'est sur la base de ce que vous faites. Les 5 territoires, le développement par les 145 territoires, c'est donner à chaque territoire une révalorisation identitaire. Vous êtes de quel territoire? Je ne sais pas, par exemple, Bazangongo. Bazangongo, c'est qui? Ah, mais ça fait 1 mètre carré. Il y a du maïs, il y a autant d'hommes, etc. Et pour leur développement, il faut ceci. Eux, ils le résolvent. Alors, si nous allons dans cette voie-là, alors la connexion par le numérique sera évidemment l'idéal pour nous permettre d'évoluer. Le développement, ce n'est pas imiter l'autre. Ok. On peut imiter une civilisation, mais pas un développement. Le développement, c'est l'idée que vous avez de votre vie. Comment je vais évoluer? Avant l'indépendance, pour nous, bon, il faut qu'on soit vélo. Bon, comment vous allez avoir le... Non, il faut planter, il faut vendre, etc. Quand on augmente l'espace de plantation, eh bien, vous pourrez acheter une voiture, etc. etc. C'est ça le développement. C'est projeter ce que l'on voudrait être dans l'avenir. Merci. Alors, Monsieur Moïse Mounidé, là, parce que nous tous, nous voulons que les Congos se développent, j'avais suivi le professeur Moukoko Samba aujourd'hui, ministre de l'économie, il avait dit que le Congo serait un pays émergent dans 30 ans. Aujourd'hui, nous voulons le développement, mais il y a quand même ceux qui pensent que les deals entre la RDC et les États-Unis, il y aura une conséquence logique, le Congo va se développer. Quelle chance que vous donnez à ces deals? Pensez-vous que les Américains peuvent nous aider à développer le Congo? Le développement, un processus cumulatif. Je viens de dire, ambassadeur à Toulouse, ça veut dire que si on s'inscrit, si c'est un processus, mais un processus doit être bien fignolé, bien tracé. Ok. Plusieurs fois, on est en contact avec les Américains, c'est pas la première fois. Tenez, un pays n'a pas d'amis. Un pays n'a que des intérêts. Quelqu'un m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, que Napoléon disait que pour faire la politique, il faut l'argent. L'argent. La deuxième condition, l'argent. La troisième condition. L'argent, c'est le nerf de toutes les guerres. Okay. L'argent roi. L'argent qui corrompt, comme disait Georges Marchais. Oui, mais est-ce que c'est pour la première fois qu'on a eu de l'argent dans ce pays? Est-ce que c'est pour la première fois qu'on a eu cette coopération-là? Hier, on a nous parlé, Kabila nous parlait de... Comment argent, comment minerai contre les infrastructures. Contrat avec les Chinois de 30 ans? Oui, c'était aussi l'argent. C'est l'argent, les minéraux, on les a vendus. On les a même bradés. Donc, c'est pas la première fois? C'est pas la première fois. Ok. C'est du déjà fait? C'est du déjà vu. C'est pour ça que je reviens à l'homme. Ok. On ne peut pas construire une maison sans fondation. C'est quoi la fondation selon vous? C'est l'homme. Il faut investir dans cet homme-là. Cet homme-là qui va négocier. Mais nous avons les hommes des valeurs en démocratie du Congo. Si vous dites dis pas que... mais cet homme-là qui va aller négocier, il va dire tout d'abord mes intérêts. Ok, ok. La rétrocommission. La rétrocommission. Ok. Au lieu de voir l'homme, cet homme-là qui est en face. Donc voilà des citoyens. Les citoyens, la population, non.
ses propres intérêts. La politique n'a de sens, des substances et des consistances, sauf qu'elle lève pour l'intérêt général. Est-ce que cet homme-là est pétri de ces valeurs-là? Il va agir pour l'intérêt général, pour l'intérêt de la nation. La nation aujourd'hui est en jeu, est en feu. L'enjeu est en feu. Est-ce que les gens y pensent pour éteindre le feu? Parce que sinon, on n'a même pas à... Parce que la maison, on va discuter. Moi, je vais prendre la chambre qu'occupaient les parents. Mais si on n'était pas les feux, on n'aura même pas à dormir à cette chambre, dans cette chambre. Donc, il y a des préalables. Au jour d'aujourd'hui, surtout au jour d'aujourd'hui. Parce qu'il y a un problème même existentiel de notre pays qui se pose. C'est quoi ce problème? L'unité. Lorsque le président parle de la cohésion nationale, vous croyez que c'est une vue d'esprit comme ça? Mais la cohésion avec les Congolais, la cohésion en esprit, la cohésion dans l'âme. Donc il y a des préalables au jour d'aujourd'hui, c'est bien. Moi je disais, qu'est-ce que je vais dire? Non, que les Américains ne viennent pas. Qui suis-je pour interdire ça? Mais je vous rappelle tout simplement que ce n'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Monsieur Yves Mpunga, est-ce que les États-Unis, c'est un pays sérieux? On peut croire à leur sincérité. Quelqu'un m'a dit, ce n'est pas la première fois que les États-Unis puissent soutenir certains pays dans le monde, mais il n'y a jamais eu le développement là-bas. Parce que les espoirs des Congolais, c'est entre Tshisekedi et Donald Trump. Il semblerait que c'est lui l'ange qui vient sauver le Congo. Est-ce qu'il faut faire confiance aux États-Unis? Oui, j'ai étudié aux États-Unis. J'ai travaillé beaucoup dans... Ça tombe bien, vous les connaissez. J'ai travaillé dans le monde Silicon Valley, tout ce que vous connaissez, technologique américain. Et les Américains, souvent, quand ils font les affaires, ils sont sérieux. Il y a un problème. Ils sont sérieux? Ils sont sérieux. Quand ils font les affaires... Non, non, attendez, je vous explique. Les sérieux. Ils sont sérieux. Si vous voulez, par exemple, 20 milliards de dollars, ils vont vous donner 20 milliards de dollars. C'est à vous maintenant d'être sérieux pour développer les 20 milliards de dollars. Okay. Ce n'est pas les Américains, parce que les Américains, comme le Chinois, vous dites 5 chantiers. Ils vous mettent l'argent contre le minerai. Mais écoutez, moi je vous pose la question. Quelle personne pourrait mettre l'argent, les minéraux contre l'infrastructure? Mais non, mais écoutez, je vais vous donner un exemple d'un pays africain qui a beaucoup de pétrole. Après la guerre, 2002 n'avait rien. Pays en ruine. Mais ils avaient du pétrole. Ils se sont décidés de développer le pays. Ils n'avaient même pas de médecins, même pas de professeurs, rien. Tout devait venir du Congo. Vous connaissez le pays juste à côté de nous. L'Angola. Rien du tout. Okay. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, moi je suis pour notre ami Moïse, l'ambassadeur à Tundu. Parce que quand ils parlent d'hommes, oui, ils parlent d'hommes. Mais il y a un problème. Et ils se sont dit, le temps, lorsque nous parlons de 40 ans, 30 ans, ça veut dire que nous parlons d'une génération. Ils se sont décidés, ils se sont dit ceci. Nous avons du pétrole. Mais le pétrole est payé en avance. 5 années en avance, 10 ans en avance, vous avez l'argent du pétrole. Mais ils avaient besoin du développement. Le peuple ne connaît que le langage développement. Lorsque le développement arrive, l'éducation s'auto-formate. L'éducation, parce que moi je me rappelle en Angola, il n'y avait même pas de salle de bain. Le peuple n'avait pas d'éducation du salle de bain. Parce que la guerre, il faut aller dans une brousse. Mais aujourd'hui, ce pays qui était en ruine dépasse le Congo et dépasse la plupart des pays africains. On le compare à l'Afrique du Sud. Donc le développement peut précéder l'éducation. Exactement. Alors, le développement, non, lorsque le développement, quand le développement arrive, ça veut dire qu'il y a une éducation qui entre dans la mentalité de la population. Une éducation. Ça veut dire que lorsque le Congo, ici pour nous, nous disons ceci, nous allons, le Congo, on a un problème d'hommes. On a des ministres, comme notre ami Moïse a dit, rétro-commission. Mais avec un système établi de gestion, il n'y a plus de rétro-commission. L'Américain qui veut venir ici, l'État crée un portail d'investisseurs. Là-bas, ils vont dire, moi, je veux venir dans tel secteur. Un système va envoyer, va choisir les vrais investisseurs. L'investisseur arrive ici, il côtoie la banque, les entreprises, et on essaie d'éliminer l'homme. C'est comme ça que tous les pays africains se développent. Okay. Lorsque nous, ici, on s'est dit que l'homme doit être éduqué, oui, il y a des professeurs et des bons professeurs, mais ils sont corrompus face à l'argent. Pourquoi?
vous le payez mal. Il sait, alors lorsqu'il arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il devient flatteur, danseur de l'homme, du président de la République. C'est pour garantir son pain. Il ne l'aime même pas. Mais il y a d'autres qui ne veulent pas. Donc il faut informatiser les systèmes pour penser au développement. Informatiser et parler développement. Alors, pour terminer, une minute. J'étais en une réunion aux États-Unis avec des éminents professeurs et quelques sénateurs. On parlait de la guerre au Congo. Ils ont dit ceci. Yves, vous parlez, terminer la guerre, le Rwanda, l'Ouganda. Ils m'ont posé juste une question. Ils m'ont dit ceci. Vous avez des minéraux que le monde a besoin. Vos minéraux sont stratégiques. Et le monde en a besoin, sinon il y aura prix de satellites, tout ce qu'on a, le prix va, il y aura fameux de prix. Comment? Ils m'ont dit, qu'avez-vous fait depuis 1960, de votre indépendance? Avez-vous des routes, des trains, des chemins de fer qui arrivent jusqu'à Matadi pour que les minéraux sortent? Ok. Oui, mais écoutez, on parle du développement. Comment est-ce que nous, tout gouvernement qui se sont succédés, personne n'a pensé mettre en place ce qu'on appelle des chemins de fer, des routes. La guerre, vous parlez de la guerre, on veut bien, mais que sans développement, comment allons-nous ravitailler nos troupes? Comment nos troupes à Goma, nos soldats sont vaillants, les Congolais sont forts, mais lorsqu'ils sont butés à un problème de développement, mais c'est le pays qui en pâtit. C'est pour cela qu'il faudrait que maintenant, la classe politique, l'exécutif, la présidence de la République et l'Assemblée, l'ensemble des institutions puissent parler de développement en incluant maintenant le numérique et dans un sens général. Merci. Je vous donne la parole avant que M. l'ambassadeur puisse prendre, mais comme M. Yves a dit que le développement peut précéder l'éducation, vous avez à bouger la tête, fou? Chacun sa méthode. Chaque général son plan de bataille. Ok. Mais moi je dis, moi il faut commencer, au risque de me répéter. On ne peut pas construire une maison sans fondation, sans une masse solide. Parce que cet homme-là, je ne suis pas contre la technologie, tout ce qu'il dit, c'est très bien, c'est moderne. Mais cet homme-là, aujourd'hui, il y a des exemples. On n'a même pas, on ne peut même pas circuler dans cette vie. Il a évoqué. On ne peut même pas manger. Mais il y a des préalables, cher ami. Partout au monde, je ne crois pas qu'on va inverser les choses comme ça. Je sais que les Quinois disent 6 me balouka 9, 9 me balouka 6. Mais en toute humilité, je n'apprends, il a fait les États-Unis, je fais la France. Hein? Et il va dire, il a fait, c'est pas ça le problème. Tous nous voyageons, la moindre des choses, il faut commencer par donner une éducation, une bonne éducation à l'homme. Et c'est cet homme-là, je l'ai dit, l'homme, une fois bien éduqué, bien instruit, qui mange bien, il est en bonne santé, il va faire tout ça. Aujourd'hui, ça paraît un pays illusoire dans un pays comme ça. C'est comme vous êtes en train de montrer aux gens comment aller à la ligne, alors que nous sommes incapables même devant nos portes, de mettre de l'ordre devant nos portes. Ce qu'il dit, c'est savant, c'est futuriste. C'est futuriste. Pour moi, dans le futur, on peut mettre ça. Mais au jour d'aujourd'hui, les Congolais, en urgence, donc il faut commencer par... L'urgence. L'urgence, c'est ça. Okay. Il faut donner à manger aux gens. C'est ça, c'est basique. Vous vous demandez ici, vous voyez, ils vont vous dire, mais dis, vous inversez les choses. Donnez tout d'abord les choses à manger. La personne nous dit que les gens ne sont pas... Il y a parfois des gens qui sont bien payés. Moi, j'étais au gouvernement. J'ai eu la chance d'être au gouvernement. J'ai eu la chance d'être mandataire de l'État. Il y a des gens qui sont bien payés, mais ils ne font pas leur travail. Parce que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Alors, qu'est-ce qu'on dira de ceux qui sont bien payés, très bien payés dans cette ville, dans ces pays, mais ils ne font pas leur travail? Donc, cet homme-là doit avoir la science, mais la conscience, il faut formater, il faut commencer par là. Pour moi, je ne dis pas que c'est faux. Le numérique et tout ça, je vois. Mais son approche n'est pas adaptable à la situation du Congo présentement. Aujourd'hui, actuellement, non. Merci. C'est illusoire. Merci. Alors, monsieur l'ambassadeur, avant que nous puissions ouvrir la question de l'Est, quels sont les facteurs du développement d'un pays? Ce sera une réponse d'ailleurs aux préoccupations de M. et
Moïse. Les conditions de développement d'un pays, c'est d'abord la conception. Il faut savoir ce que l'on veut. Deuxièmement, il faut avoir les gens pour mettre cela en action. L'éducation, l'instruction, la conscience. Parce que il y a un élément que notre éducation ne prend pas en compte. C'est la révalorisation de la conscience, de l'intégrité. Parce que la corruption, le vol, c'est une détérioration de l'intégrité. Nous avons des valeurs que notre conscience nous empêche d'ignorer, mais que, bon, si on a une conscience émoussée, on l'ignore quand même. Ne pas voler. Cela va de soi. Cela va de soi. Donc, l'homme, il faut le temps, qu'est-ce que j'ai dit? La conception, l'homme, le temps. Il faut compter avec le temps. La vie d'une nation, ce n'est pas la vie d'une génération. 30 ans, 40 ans. C'est quoi? La force politique des pays asiatiques, c'est qu'ils conçoivent pour 1000 ans. 1000 ans. Que m'importe si M. Punga a un mandat de 20 ans. Dans 1000 ans, c'est rien, il va passer. Mais si vous considérez que la vie d'une nation s'arrête avec le mandat de Punga, vous serez stressé. Et vous serez amené à poser des actes non conformes, comme la rébellion, le non-respect de la Constitution, etc. Moi, je pense qu'ayant pris la mesure de la profondeur de nos problèmes, il faut mettre les moyens qu'il faut, le temps qu'il faut et la volonté qu'il faut. Il faut la volonté, parce que ce n'est pas un long fleuve tranquille, le développement. Hein, c'est un fleuve avec des torrents, avec des chutes, etc. Il faut des sacrifices. Il faut savoir aller avec le kayak. Merci. Une réaction rapide avant que M. Moïse Mounidela puisse ouvrir notre question. Vous allez répondre s'il y a les arriérés. Est-ce, en dehors de nos minéraux, est-ce que la RDC peut se développer avec l'agriculture, autre chose? Parce qu'il semble que nous avons les minéraux du sang. Aujourd'hui, les gens s'entretuent pour ça. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui peut développer les Congos en dehors des minéraux? Oui, oui. Je voulais réagir un peu à notre éminent Moïse pour dire conception futuriste. Ça, je vous dis que peut-être il y a un conflit de générations, je comprends. Parce que peut-être. Peut-être. Je n'ai pas dit il y a conflit. Il y a peut-être une génération. Nous, quand on était enfants, on savait comment manipuler un téléphone. Nos enfants aujourd'hui manipulent une tablette. Sans avoir été à l'école. On ne dira pas que c'est futuriste. C'est maintenant. Donc, le mot, la conception futuriste. Micro. Oui, la conception futuriste, ça veut dire que les gens ne voient un chaos du présent et vont pouvoir améliorer avec le temps. Or, le temps, ce n'est pas notre ennemi. Ce n'est pas notre ami, notre ennemi. Vous imaginez une chose, un pays en ruine aujourd'hui, les sacs de maïs, de foufou, tout, fabriqués en Angola, ils n'ont pas été futuristes. C'est maintenant qu'on doit manger. Ah, ok. Oui, c'est maintenant. Quand vous parlez, par exemple, moi, je ne parle jamais des minéraux. Le développement, l'économie numérique, je fais abstraction des minéraux. Parce que, je me dis, la RDC peut avoir un budget de 50 milliards de dollars sans les minéraux. Un budget de combien? De 50 milliards de dollars. Est-ce possible d'avoir un budget de 50 milliards de dollars voilà. sans les minéraux? J'ai vu... Par quelle magie? Voilà, quelle magie. J'ai vu l'ambassadeur Atodou sursauter et notre ami Moïse. Bon, moi, je vais vous dire ceci. Je vous donne juste deux exemples. Ok. Deux exemples. Vous me direz c'est possible ou pas possible. Trois jeunes gars se mettent à créer une application qu'on appelle WhatsApp, la revendent à presque 20 milliards de dollars. Ça, c'est pas l'avocature. Ok. Des deux. Un groupe d'individus crée Twitter, qui est devenu X, ils vendent l'entreprise à 46 milliards de dollars. Ça, c'est futuriste, c'est pas futuriste. Ça, c'est réel ou pas réel?
Donc, ça veut dire que les nations qui ont oublié ce facteur innovation, quand on parle numérique, il y a l'innovation, une nouvelle technologie. Comment expliquez-vous qu'une personne, il y a 10 ans, n'avait pas autant d'argent, aujourd'hui c'est l'homme le plus riche du monde? Il a utilisé le numérique. Les nouvelles technologies, toute la classe politique actuelle congolaise fait abstraction de l'innovation et du numérique. Et c'est là notre frein du développement. Parce que le minerai, le Japon, la Corée, mais tous ces pays n'ont pas de minerais. Ok. Ils arrivent à transformer nos minerais. Nous avons le lithium, n'est-ce pas? Il y a une entreprise qui transforme notre produit et devient milliardaire. Nous, on est toujours pauvres. Alors dites-moi, vous dites que le développement sans minerais, mais C'est possible. à 1000%. Merci. Alors, on ouvre une autre question, la question de l'insécurité à l'Est, l'implication de Joseph Kabila avec le PPRD, on en parle. Monsieur Moïse Monidela, vous êtes un témoin vivant. Parce que l'histoire de la République démocratique du Congo, s'il y a quelques pages, Moïse Monidela peut contribuer à quelques pages. Comment expliquer un président de la République honoraire, aujourd'hui cité dans la rébellion? Pensez-vous que Joseph Kabila Kabange était un imposteur à la tête de la République démocratique du Congo? Cher ami, vous savez, par rapport à cette question, moi, j'aimerais bien que ce soit une leçon pour ceux qui étaient au pouvoir hier. Donc, le partisan de Joseph Kabila, hein, dans un passé récent, hein, Ouais. ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, le partisan du président Félix Tshisekedi Tshilombo, et ceux qui seront demain au pouvoir. Moi, dans ces pays, comme vous venez de le dire, j'ai vécu des choses. Je me dis, mais pourquoi seulement moi? C'est depuis Mobutu. J'ai fait plusieurs fois. Je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, petite balade historique, que je suis cofondateur historique et authentique des l'UDPS. Tu peux vérifier. Et je sais que tu as déjà vérifié. Ah ouais. Aujourd'hui, On me l'a confirmé. les opportunistes, tout le monde est devenu UDPS. Alors je vis de mire et de pas mire. Mais je ne vais pas aller jusque-là. À l'époque des Kabila, qu'est-ce qui s'est passé? Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, j'avais un ami à moi, j'ai un ami à moi, le Roger Lumbala, est allé rejoindre le M23. Vous savez ce qui m'est arrivé? J'étais traqué comme un rat de la bibliothèque. Parce qu'un rat de la bibliothèque, c'est déjà fauché, il n'a rien. Alors on m'a traqué, je ne pouvais pas sortir. J'étais traqué, c'était suspendu sur ma tête la peine de mort. Parce que moi j'étais secrétaire général du parti. De Roger Lumbala. De Roger Lumbala. Le parti, oui, bon. Aujourd'hui, c'est pas un parti national. Moi, j'étais secrétaire général. Il était président. On m'a traduit en justice. J'ai été traduit en justice. Je ne pouvais pas quitter les territoires. Je n'ai pas compris. Alors que la Constitution dit que on ne peut pas condamner quelqu'un pour faire d'autrui. Roger Lumbala, c'est un citoyen. Je lui ai dit que Roger Lumbala est parti là-bas. Mais j'avais comme... D'ailleurs, je salue mon avocat, l'avocat du parti à l'époque, qui m'a été recommandé par Martin Fayou, un compagnon de lutte. Sinon, il faut prendre Maître Kabengela. C'est un bon... Il est vivant. Il est vivant. Et la République des Kabila, la République, avait en face Maître Matadi Wamba, un vieux de la vieille dans l'avocature. Et moi, on devait me couper la tête. Tout simplement parce que j'avais un ami qui est parti rejoindre le M23. Alors, lorsque je vis le Chadari, les Minakou et et le consorts Minakou traqués, j'ai dit voilà le monde. Voilà le monde. On ne peut pas instrumentaliser la justice. Ce n'est pas bon pour l'avenir. Et aujourd'hui, c'est Kabila. Moi, je dis, oui, c'est pas que moi, j'applaudis de demain. Je suis incapable de faire du mal même à mon ennemi, à mon pire ennemi. Je ne peux pas écraser même pas une mouche. Le combat que je fais, c'est un combat démocratique avec Mobutu, contre Mobutu, tout ça.
Donc c'est une leçon. Je crois que Kabila, ou ses partisans, c'est que hier ils ont fait textuellement, je suis témoin vivant, témoin gênant peut-être. Et c'est pour ça que j'avais porté même plainte à Kabila après tout. J'ai porté une plainte qui est là, qui est suspendue. Je trouve que pourquoi je devais mériter tout ça? Donc je n'avais rien fait. J'étais ce bon président, mais le Malais est parti là-bas. Il n'avait pas engagé les partis. Mais la loi, on m'a imposé la loi portant organisation du parti politique. Pour dire que non, un parti politique qui est en acquittance avec un mouvement armé, et il faut ces partis-là, surtout ces autorités, doivent écoper d'une peine de mort. Ah bon? Et jusqu'aujourd'hui, le problème est en suspens. C'est toujours en suspens. Si Kabila revenait, peut-être je vais couper cette peine. C'est pour dire qu'aujourd'hui, on s'amuse. Alors, ça doit servir de leçon. Pour eux, hier, ils ont fait textuellement. Ils l'ont fait, ils l'ont imposé. Et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui doivent aussi tirer des leçons. Ceux qui viendront, parce que la République, elle est irréversible. La roue tourne. Ce que tu fais, il ne faut pas faire à autrui, c'est qu'on ne peut pas, tu refuses qu'on puisse te le faire. Alors, monsieur l'ambassadeur, à tout avant que M. Punga puisse répondre, le ministère de l'Intérieur reproche au PPRD, et Chadar et autres, d'avoir un silence complice. Est-ce, rien que par cet élément, on peut interdire le parti PPRD de fonctionner? Le ministère de l'Intérieur ne reproche rien au PPRD. Le ministère de l'Intérieur a motivé son arrêté. À cause de ceci, nous faisons cela. À cause de ceci, nous faisons cela. Donc, il ne reproche rien. Mais dans ses motivations, il s'est avéré que ce parti a eu un comportement non conforme. Silence complice. Une émulation malsaine des malheurs qui nous arrivent et un certain nombre de faits, je suppose. Les services se sont mis pour trouver cet arrêté-là. Et il est important que les gens connaissent la loi aussi, parce que souvent nous ne connaissons pas la loi. Dans le temps des Quelles sont les obligations d'un parti politique, des responsables politiques, et quelles sont les dispositions d'une loi dans la nation. On ne l'a pas, il faut le savoir. C'est pour ça qu'il faut préparer. Même pour le cas d'un ancien président de la République, sénateur à vie, il faut savoir que dit la loi. La loi dit ceci, cela. S'il tombe sous le coup, alors la loi doit lui être appliquée, parce que c'est une figure emblématique de référence. Voilà l'ancien président par sa dignité, par ses fonctions à ceci. Mais s'il manque à cette dignité-là, il faut punir, pour l'exemple et pour la survie de notre État. Il y a ceux qui pensent que la punition elle est politique. J'ai suivi Maître Laurent Ngimba qui a dit c'est purement politique, il n'y a rien de juridique là-dedans. Qu'est-ce qui n'est pas politique lorsque ça concerne l'ensemble de la nation? Tout est politique. Mais votre émission ici est politique. Il concerne la vie de la nation. Non, soyons sérieux. Le parti a des compartiments de vie. Lorsque vous allez devant la justice, il privilégie les dispositions de loi qui néanmoins ont un impact politique. Mais ce n'est pas du ressort du parquet ou du tribunal. Je me souviens à propos du procès de Matata, Maître Laurent Onyembe s'était lancé dans une envolée politique. Le président Kamoulette lui a dit, monsieur, ici nous nous en tenons aux faits juridiques. Il est évident, il faut le savoir, que la vérité juridique n'est pas la vérité des faits. Je vous donne un cas. Le vol est puni par exemple de 5 ans
Et après 5 ans, si vous n'avez pas dénoncé, c'est fini. 6e année, je vais vous dénoncer que vous m'aviez volé. C'est établi. Mais le droit dit c'est dépassé. C'est ça la vérité judiciaire. Merci, monsieur l'ambassadeur. Mais monsieur Yves Punga, une réaction rapide. Vous étiez candidat président de la République en 2018. Vous, à votre place, qu'allez-vous faire? Parce qu'aujourd'hui, on traite Tshisekedi d'un tyran, d'un opposant. Il semblerait que c'est un règlement des comptes parce qu'à l'époque, il semble que l'UDPS avait fait pire. Hein, et mais Kabila n'avait pas suspendu le fonctionnement du parti. Pourquoi Tshisekedi devient dictateur plus que Poutine, même au Congo? Oui, oui. Vous savez, il y a deux choses. L'UDPS ou Tshisekedi n'était pas un ancien président de la République. On ne peut pas dire que tel est dictateur n'était pas, alors, président de la République, honoraire, sénateur à vie. Lorsque dans une république, on a été président de la République, l'honneur, c'est une figure. Quand on va à Wikipédia, on lit, ça nous parle d'une histoire et d'un parcours d'un homme politique. Et la République, en le récompensant, 10 ans sénateur à vie, avec tout ce qu'il y a comme avantage, bénéfice à un président de la République. Alors, lorsque nous avons une guerre, une rébellion, la rébellion a ses causes. Une guerre a toujours ses causes. Mais moi, je suis sûr, selon moi, que l'ancien président de la République ne devait pas s'afficher avec la rébellion. Ça, c'est vraiment un mauvais mouvement. Il a dit qu'il est venu contribuer à la paix. Alors, je vous surtout dis le combat du M23, c'est les aspirations du peuple. Je vous dis pourquoi. Beaucoup pensent que la rébellion sera ici à Kinshasa, tout comme ils le disent. Okay? Dans une guerre, il ne faut jamais prédire une victoire. Vous ne savez pas que c'est comme la même chose qu'on a vécu avec la Russie. A prédit la victoire en 3 jours avec l'Ukraine. Devant l'Ukraine, mais n'a pas su. Jusqu'à aujourd'hui, il y a bombardement. Ça veut dire que c'est un kit ou double, pile ou face. Est-ce que cette démarche va aboutir? Si elle aboutissait, mais il y a déjà une image. La Constitution va lui permettre de revenir. La Constitution dit quoi? Parce que c'est sa Constitution avec tout. C'est une Constitution que aujourd'hui nous voulons la changer. Ou non, pas nous voulons. Le pouvoir en place veut changer. Alors, est-ce que la Constitution lui permettra? Car ça veut dire qu'il sera obligé de changer une Constitution. Donc vous voyez les enjeux. Les enjeux, peut-être nos conseillers, les gens qui nous conseillent tout le temps, ne nous disent pas la vérité. C'est une démarche suicidaire. Tout analyste politique te dira la même chose, sérieux, vous dira que c'est une démarche suicidaire. Parce que un pouvoir à place. Aujourd'hui, on a 2 provinces qui ont été prises. N'est-ce pas? Aujourd'hui. Et la rébellion dit que je prendrai telle province. Qu'est-ce qu'il prouve? Et si aujourd'hui, Nanga, le M23 et les Rwandais n'arrivaient pas, parce que il ne faut pas sous-estimer son ennemi. Moi, je suis sûr que beaucoup ne veulent pas s'afficher en RDC, ici en Pôle, parce qu'ils pensent que l'autre côté pourra effectiver ou arriver à ses fins. Mais l'homme politique vigilant, qui a l'intelligence élevée, vous dira que il est impossible aujourd'hui, en 2025, une rébellion puisse quitter Goma et arriver à... Impossible, pourquoi? Parce que ils ne... non, s'ils utilisaient autres moyens, bien sûr que je ne pouvais pas dire ici. Mais cette démarche, je vous dis que moi, à la place de ce président de la République ou son conseiller, je lui dirais, cherchez la paix d'une autre manière, mais pas avec ces gens où le monde crie au sang des Congolais qui ont été versés. Donc c'était une mauvaise stratégie de la part de l'ancien président de s'afficher. Alors, M. Moïse Mounidela, il est interdit à un ancien président d'aller compatir avec les victimes de l'Est, et surtout à Goma,
Lui qui est un pacificateur, il s'est dit, je vais aller à Goma parce que je ne suis pas au pouvoir, quand même chercher à faire une médiation pour amener la paix. En quoi Kabila a péché en allant à Goma, et puis il y a des sanctions qui tombent ici à Kinshasa? Est-ce que ce n'est pas un acharnement contre la personne qui veut la paix? Acharnement? Oui, c'est ce qu'on dit, parce que lui, il a proposé la voie de la paix, mais vous vous acharnez contre lui. Pourquoi? Parce qu'il est allé à Goma. La voie de la paix. Parler de la voie de la paix. Le président de la République a initié les consultations ici. C'est la voie de la paix. Il a tendu la main. Vous savez que je suis un ancien de l'UDP, je prêche pour ma chapelle, Conad, mon parti. Si je suis venu, c'était quoi? Il a dit, il y a un problème au pays. Mes frères, venez. Et il n'est pas le premier à le dire. Moi, je connais, moi, je le disais. J'écris beaucoup. J'ai fait beaucoup de tribunes. Il y a des amis, des compagnons qui ont dit, oh, cohésion nationale, cohésion. Mais quand le président parle de la cohésion nationale, ils ne sont pas venus. C'est ça la voie. Il n'y a pas acharnement. Je crois que la voie de la paix, c'est celle-là. Mais je dis, autant le développement, c'est un processus cumulatif. La paix, c'est aussi un processus cumulatif. Ce que le président a fait aux consultations, c'est déjà un pas vers la bonne direction. Vous savez, il y avait Léon Armstrong, lorsqu'il arrive à la Lune, il dit, lorsqu'il descend son pied, il dit, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Je crois que c'est que le président de la République a fait. C'est un discours fondateur, fédérateur, pour dire aux gens, venez, construisons le pays. Le pays étant, la maison est en train de brûler. Je crois que c'est ça la voie de la paix. La voie de la paix, peut-être aussi, c'est que font l'Église catholique, les prélats. Ça peut être aussi la voie de la paix. Moi, je ne suis pas jusqu'au boutiste ou extrémiste, non plus noniste. Pour dire non à tout, on dirige, concentre. Ça peut être la voie de la paix, mais ça, pourquoi ça doit être toujours les chrétiens catholiques, les protestants? Pourquoi pas les musulmans? Pourquoi pas les églises des réveils? Pourquoi pas les kimbanguistes? Parce qu'on parle de l'inclusivité. La voie de la paix, ça peut être. La voie de la paix, ça peut être le processus de Luanda et de Nairobi fusionnés. Voilà, c'est ça le plus important. Je crois que pour le reste, Kabila, c'est un ancien président de la République. Est-ce que sa présence à Goma, ça a changé quoi? Parce que lui, il a dit, je suis Congolais, je peux aller. Le pouvoir de Kinshasa s'acharne contre l'homme. Pourquoi? Lui, hier, si vous parlez de l'acharnement, je vous ai donné mon exemple. Et ce pouvoir-là n'était pas tolérant. Et c'est pour autant parce que hier, lui n'était pas tolérant, que le pouvoir, lui, ne peut pas le tolérer, ça. Je crois que, au lieu de donner raison à Paul et à Pierre, ou de dire, non, moi je dis aujourd'hui, revenons au centre. Les centres, c'est se retrouver pour parler de la République démocratique du Congo, balisée, parce que nous sommes, le pays est en train de connaître une situation difficile qui peut même amener à la balkanisation. Je ne suis pas le seul à le dire. Molumba le disait au lendemain de l'accession de notre pays à l'indépendance, Patrice Lumumba le disait. Et récemment, Ambongo est parti et il a dit que c'est possible. En tout cas, ce n'est pas une vie d'esprit. Voilà le plus important. Mais Kabila, qu'il arrive à Goma, si Goma, Kabila est congolais, il peut arriver à Goma. Okay. Je vous ai dit que notre cas... Moi, donc c'est un fait bénin. Oui, pour moi, c'est un fait bénin. Alors, monsieur l'ambassadeur Atundu, est-ce si grave que Kabila aille vers les agresseurs pour aller jouer le rôle de la médiation? Et est-ce que ce n'était pas dans l'intérêt du régime de Kinshasa? Parce que nous avons des prélats, les Cholés et les autres, ils étaient partis également voir les Nanga, mais il n'y a jamais eu de sanctions. Pourquoi Kabila et le pouvoir de Kinshasa s'agitent? C'est quoi le vrai problème? Une démarche de paix n'est jamais une démarche unilatérale. Okay. Jamais. Il faut intéresser plusieurs personnes et se connecter au processus qui existe. Deuxièmement, nous sommes en guerre. Nous avons une partie du pays qui est occupée par le Rwanda et donc qui échappe à notre souveraineté. Pour s'y rendre, il faut bénéficier de la protection de l'agresseur.
puisqu'on s'y est rendu sans mandat, sans même aviser, avoir la courtoisie d'aviser le président de la République, comme l'ont fait la délégation des hommes d'église. La Senco. Et compte tenu des suspicions que nourrissent certains développements sur l'infiltration, sur une tolérance et même un laxisme vis-à-vis du Rwanda, le fait de n'avoir pas eu à condamner, il faut condamner au moins. Kabila n'avait pas condamné? Condamner l'agression rwandaise, Oui. à ma connaissance, non. Quand il dit c'est les aspirations du peuple, il ça, faut ce y n'est pas faire. condamner. Condamner, c'est dire que ce que vous faites est mauvais. Et de toutes les façons, on a souvent tort par la façon d'avoir raison. C'est le cas de ceux qui se prétendent M23 et au dire du président Kabila, leur revendication est légitime. Mais ces revendications légitimes, comment les soulever et comment obtenir satisfaction? La Constitution est là. La Constitution. En tant qu'ancien chef d'État, en tant que sénateur à vie, je crois qu'il devait être l'homme de conciliation, c'est-à-dire sur qui ne pèse pas une suspicion légitime en faveur d'une partie ou d'une autre. En l'occurrence, en faveur du Rwanda. Aucune déclaration contre ça. Le peuple n'est pas aussi dupe que nous le pensons. Nous disons le peuple, mais dans le peuple, il y a des intellectuels. Est-ce que ça confirme les doutes ou les accusations du chef de l'État quand il disait que Joseph Kabila, c'est le patron du M23 et de l'AFC? Le président n'a pas accusé. Il a dénoncé. Ok. Il a dénoncé les accointances du président Kabila. Fort des éléments en sa possession, notamment des étrangers et de nos services. Et malheureusement, le comportement du président Kabila ne font que conforter ces dénonciations. Et donc, moi je pense qu'il a commis une faute, il devait avoir l'humilité de rebrousser chemin, de demander pardon au peuple congolais, parce que c'est banaliser les atrocités de nos peuples, c'est banaliser l'occupation d'une partie de notre territoire. Et c'est plus important de revendiquer que d'avoir la propriété de sa maison. Mais quand Kabila a dit, si c'était lui qui faisait la guerre, on n'allait pas arriver là où ils sommes, ça pouvait aller vite. Donc, dans ces dires, pensez-vous qu'il était dans la logique de la guerre? En Afrique du Sud, quand il était chez Thabo Mbeki. Je ne suis pas dans les spéculations, mais les faits sont là, qu'il soutient ceux qui nous ont agressés, soit à travers le M23 par action, par ses déclarations, soit à travers le Rwanda par son silence. Il a commis le péché par omission. Les péchés par omission, silence complice. Alors, M. Yves Mpunga, est-ce le ministre de la Justice a-t-il fait des trous en dehors de la décision du ministère de l'Intérieur, en suspendant les partis de Joseph Kabila, quand les ministres aussi lancent le feu sur terrain en disant, même les collaborateurs de Kabila, il faut récupérer leurs biens, même les biens de Kabila. Est-ce que ça, c'est pas des trous? Cette décision n'est pas populiste. Cette manière de faire. C'est la ligne de conduite d'un gouvernement peut-être. Parce que, vous savez, lorsque le ministre de la Justice tout haut déclare la confiscation ou la suspension d'un parti politique, c'est une ligne d'un gouvernement ou de président de la République. Et cela doit toujours être conforme à la loi. La loi dit tel qu'il faudrait qu'on y arrive. On y arrive
à cette décision ou pas. Ça, c'est la loi. Alors, maintenant, lorsqu'un premier ministre de la Justice sort pour dire que je ne sais pas, c'est un arrêté ou c'est un décret. Dans l'injonction à la justice à ce qu'on puisse ouvrir un procès et puis confisquer les biens des collaborateurs de Kabila et les biens de Kabila, de la famille Kabila. Ça devient un peu de trop. Bon, vous dites de trop, c'est là, vous savez, le Conseil des ministres. Peut-être, pour parler du ministre de la Justice, on parle de la Première ministre. La Première ministre que nous avons, parce que tout a été débattu, doit être débattu dans le Conseil des ministres. Je ne suis pas sûr que vous êtes là, un ministre va donner des injonctions, le Conseil des ministres. Maintenant, vous savez, dans une guerre, lorsqu'on est agressé dans une guerre, il faudrait qu'il y ait des stratégies pour permettre à une nation de continuer dans la légalité. Une des stratégies. Parce que aujourd'hui, ce sont des rebelles. Comme il y a eu M23 avant. Des fils très simples. Oui. Maintenant, écoutez, l'OSI, supposons que maintenant, aujourd'hui, tous déclarent, disent, on finit la rébellion, maintenant nous voulons revenir à la raison. Ça veut dire que qui sait s'ils seront intégrés? Qui connaît l'avenir? Alors, lorsque nous prenons des décisions, il faudrait mettre un peu d'eau dans son vin. Ok? Être calme. L'État ne peut pas aller vers des décisions populistes. Donc c'est le cas, Il faudrait... En disant il faut récupérer les biens de Kabila. Donc c'est des décisions populistes. Il faudrait plutôt s'atteler à avoir une guerre qui va terminer. S'atteler, le ministère de la Justice, oui, il a raison, ils ont débattu. C'est là, moi je ne discute pas sur les faits. Donc il ne faut pas regarder Moutamba, il faut regarder le gouvernement. Donc, ça c'est le gouvernement. Il a la bénédiction du gouvernement. Okay. Alors, il faudrait maintenant que le ministre de la Justice puisse mettre en place, avec le ministre de la Défense et tout l'ensemble du gouvernement, des moyens pour arriver à bouter l'ennemi hors de la République. Parce que les biens, les tout, bon, est-ce que ça a un impact sur la guerre que nous vivons? Moi, je ne sais pas. Mais je suis sûr que les Congolais peuvent faire mieux. Mieux, ça veut dire mettre en place des mécanismes pour que cette rébellion puisse savoir qu'il y a un gouvernement qui existe, et un gouvernement fort. La force, ce n'est pas un parti politique. Bon, moi, je ne suis pas sûr. Quel effet, impact, cela a sur la guerre? Je ne sais pas. Suspendre le PPRD, il y a... Je ne sais pas. C'est un non-événement. Je ne sais pas. Merci. Président Moïse Mounidela, on est en train de chuter, mais répondez à cette question rapidement. Est-ce les décisions du ministre de la Justice ne renforcent pas encore le frustration? Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent, là, nous allons vers la guerre civile. Si vous voulez arracher les biens de membres du PPRD, les biens des Kabila, vous risquez d'avoir un peuple derrière vous. Est-ce que ce n'est pas dangereux? C'est parce que vous m'interpellez, Moïse Mounidela. Je dis qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un qui prêche la paix, qui prêche la cohésion nationale. Je l'ai dit, c'est tout un état d'esprit. Et lorsqu'on prêche la cohésion nationale, il faut éviter des faits et gestes ou des propos qui peuvent aller à l'encontre de cela. Le président de la République parle aujourd'hui de la cohésion nationale. Et au moment où nous parlons, on parle pour parler au Qatar et tout ça. Ça dit que les lignes bougent. Et lorsque les lignes bougent, les gens doivent aller dans l'essence du chef de l'État et ne pas s'y chercher assez. Parce que nous sommes, à fin de compte, nous sommes Congolais. J'ai bien compris ce qu'il dit. Nous sommes Congolais, c'est Yves, qu'à un moment, on va se retrouver. Et s'il y a des choses, ça doit se faire dans les règles de l'art, en respectant la justice. C'est la justice qui doit dire non, l'ambassadeur, la cravate de cet ambassadeur n'est pas sa cravate. C'est la justice. Et la justice, il doit y avoir un procès. C'est que je sache. Donc c'est tout simplement ça. Donc, pas les émotions. Non, on ne dirige pas avec les émotions, surtout les affaires de l'État. Non, on ne dirige pas avec les émotions. Merci. Alors, le dernier mot, je donne à monsieur l'ambassadeur Atundu, comme ça vous allez terminer l'émission.
la dernière question, on vous avait reçu par M. Eberand lors des consultations, donc vous tous, hein, on vous avait reçu. Oui, oui, j'ai dit bien vous tous. Alors, gouvernement d'union nationale, il y a M. Willy Bakunga, il a été aussi reçu, il a dit il faut un gouvernement de vertébrés. Monsieur l'ambassadeur, quel type de gouvernement? Est-ce le gouvernement d'union nationale, gouvernement du salut public ou quel gouvernement? Gouvernement des vertébrés. Parce qu'il faut prendre les meilleurs d'entre nous pour sauver quand même le pays. Ou un gouvernement des technocrates. En droit, on dit que la nature d'un texte ne se mesure pas à son intitulé. Le premier commissaire d'État, ce n'est pas le premier des commissaires, c'est le Premier ministre. Okay. Le Premier ministre, c'est un peu le commissaire d'État. Donc il faut voir le contenu. Que veut le président de la République et les instances de la République pour ce gouvernement? 1. Est-ce que c'est un gouvernement destiné à dialoguer et à négocier la paix? Le casting sera différent. Est-ce que c'est un gouvernement destiné à mener une guerre franche pour récupérer notre territoire? Mais quoi qu'il en soit, il faut des fortes personnalités qui puissent défendre le point de vue de la République. Il faut éviter des gens qui voudraient profiter de cette situation pour se mettre en valeur. On nomme M. Monidela, il n'a pas besoin de dire, vous savez, je suis ministre de l'Information maintenant. Non. Il y vient et on sent les changements dans le comportement. Alors, la dénomination du gouvernement, je crois que le président a parlé déjà de gouvernement d'union nationale. Alors maintenant, il faut donner un objectif à ce gouvernement d'union nationale. Parce que les consultations du conseiller spécial, je crois qu'elles ne visaient pas la constitution d'un gouvernement d'union nationale. Elles visaient d'abord, en vue de la constitution de gouvernement, de créer une dynamique d'unité nationale autour des valeurs qui fondent et structurent notre société. C'est-à-dire la suprématie de la Constitution, l'intégrité du territoire, le respect des institutions, pour ne s'en tenir qu'à ces trois-là. Alors, c'est à partir des gens consultés et au-delà que le président pourra dire bon, un tel pourrait convenir. Le spécial lui dira oui, mais lui, il ne veut pas. Vous voyez, ça c'est un peu de la chimie ou de la cuisine gouvernementale. Mais aujourd'hui, quoi qu'il en soit, vis-à-vis de l'agression et l'occupation d'une partie de notre pays, il n'y a pas d'alternative. On ne peut pas hésiter. Je suis contre, il faut être contre d'abord. Tout ce qui est contre contribue à la paix. Tout ce qui est contre contribue à la paix. Alors, 30 secondes hein, pour cette question. Il y a un débat sur la place publique par rapport au système gouvernemental. On parle du fédéralisme et l'unitarisme. Monsieur l'ambassadeur Atundu, quel est le système qui convient présentement à la République démocratique du Congo? Je crois que ce débat est indécent et pervers. Okay. Indécent parce que ce n'est pas le moment de parler de la forme du gouvernement pendant qu'une partie du territoire est occupée, pendant que des populations sont en errance, et ils sont détruits moralement. Ils sont pervers parce que c'est une manière insidieuse d'insinuer la sécession. Okay. Si on y va, c'est pervers. Et c'est une manière insidieuse de casser la cohésion nationale que le président de la République recherche. Vous voyez le résultat? Moi, je suis pour le fédéralisme, moi, je suis pour le... Et puis, enfin, ce débat est dépassé. Ce débat est dépassé parce que le compromis sur les systèmes actuels, le régionalisme décentralisé, qui a produit
le développement par les 145 territoires. Donc, il n'est pas opportun de parler de cela. Merci, monsieur l'ambassadeur Atundu. Monsieur Yves Mpunga, également le mot de la fin. Quel type de gouvernement que vous souhaiterez par rapport à ces moments de crise? Gouvernement d'union nationale, de vertébrés, gouvernement de salut public, ou bien comment? Et puis la dernière question sur les débats sur le fédéralisme et l'unitarisme. Et c'est également votre mot de la fin. Oui, oui. J'ai suivi le président de la République à Lubumbashi, son discours. Tout le temps, en pleine guerre, il a parlé du développement. Ok. Vous avez suivi? Il a dit, on parle de développement. Vous savez, lorsque une nation est en guerre, il y a le gouvernement qui vient ou qui sera nommé, on doit premièrement penser à terminer les deux guerres. Ça veut dire parler développement et parler aussi de la guerre sur le terrain. Parce que si nous mettons en place un gouvernement qui sera le gouvernement traditionnel qu'on a toujours vécu, un ministre toujours traditionnel. Gouvernement traditionnel. Traditionnel, ça veut dire ce que nous vivons maintenant. Ouais, ça veut dire ouais. Aucun développement, on n'a pas de routes secondaires, on n'a rien, ils arrivent et puis c'est fini. Donc ça c'est du traditionnel. Il faudrait maintenant, quand on parle de développement en 2025, je voudrais bien le dire, que les gens comprennent une chose. En 2025, lorsque le mot développement est cité, cela est accompagné avec le numérique et les nouvelles technologies. On ne peut pas... Voyez le cas de l'IGF. Monsieur Julien Linguetti a travaillé jour et nuit. Mais pourquoi il n'y arrive pas? Parce qu'il n'y a pas de nouvelle technologie. Comment va-t-il contrôler un Bandaka? Or, alors à Kindu, il ne saura pas, il faudrait qu'il y ait des hommes. Mais Julien Linguetti pouvait être ici, assis, il clique un bouton, il voit tout. Et c'est là le développement. Les gens ne comprennent toujours pas. En 2025, lorsqu'on parle gouvernement, on parle d'un gouvernement qui viendra avec les nouveaux outils. Outils pour le développement et outils pour en finir avec la guerre. Et permettre à ce que le futur du Congolais soit rassuré, qu'il n'y ait plus de guerre. Lorsqu'un voisin pensera attaquer le Congo, qu'il puisse trouver un Congo développé et fort. Alors, en ce moment, je suis même surpris d'entendre parler de forme de fédéralisme, l'unitarisme. Écoutez, on ne comprend plus rien. Okay. Est-ce que les gens vivent la réalité? C'est qu'on vit, notre peuple en ce moment. Ce problème a été débattu à la conférence souveraine autant de fois. Donc c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Mais c'est pas nouveau. Okay. Est-ce que ce débat qui surgit, c'est pour nous distraire? C'est un scientifique, un politicien majeur, Olivier Kamitatou, qui a remis ces débats sur la place publique. Oui, alors, à ces messieurs aussi, il faudrait écouter. Ayez au moins l'amabilité ou la courtoisie de faire ce que nous avons fait ici. Le débat. Le politicien congolais parle de forme unanime. Il n'y a jamais eu quelqu'un en face pour dire le contraire de ce qu'il est en train de dire. Et c'est ça la classe politique congolaise. Moi, je préférerais que vous disiez ceci, mais que les policiers maintenant puissent venir sur les plateaux, que nous puissions échanger, voir qu'est-ce qui se passe. Alors, lorsque quelqu'un parle, bon, moi je ne sais pas son état, à l'heure qu'il a prôné tout cela, moi je ne sais pas son état, parce que je ne peux rien dire. Okay. Mais oui, mais écoutez, vous, monsieur Delphin. Donc il pouvait écrire à un mauvais moment et puis son état pouvait... Après, il va se retraiter et dire, ah, j'ai commis une erreur. Merci. Alors, c'est son état. Moi, je suis sûr qu'il faudrait parler comment finir avec la guerre et développer les Congo. Merci à M. Yves Mpunga. Président Moïse Mounidela, vous allez terminer l'émission. La même question à vous parce qu'on vous avait consulté. Gouvernement d'union nationale, gouvernement de Warrior, quel type de gouvernement que vous souhaiterez par rapport à la crise? Et la dernière question sur l'unitarisme et fédéralisme. J'ai une petite idée pour ce gouvernement. Au moins sur ça, j'ai une idée. Je dis ça doit être un gouvernement d'émission pour les négociations. C'est un gouvernement, c'est un instrument. Un instrument pour la paix. Parce que la finalité ici, c'est quoi? La vision. Un gouvernement, pourquoi faire? Le frère vient de dire, on a toujours mis des gouvernements. Mais un gouvernement doit avoir une mission, une vision. Qu'est-ce qu'on vise? On vise quoi? C'est la paix,
Donc, il faut mettre des gens capables de gérer. Là, je rejoins. Monsieur C'est vrai l'ambassadeur. que vous avez appelé, c'est une émission de consensus. Bien sûr, bien sûr. Parce que les idées, même si c'est lui qui les dit, je ne dois pas obliger. Parfois, je peux dire, même dans un débat sérieux, on dit, bon, ça a été dit par tel. Donc, il a dit, sur des gens capables, c'est des fortes personnalités. C'est une équipe nationale. Moi, je consacre. Il peut y avoir des réserves de luxe. Je suis avec les biens, c'est quoi il s'appelle, un réserve de luxe. Ils peuvent y être là. C'est la République qui est en jeu. Et il faut des gens qui ont une vision pour la République, l'amour de la patrie, qui disent que non, je mets de côté mes intérêts, l'intérêt de la nation. Et ces gens-là, ils existent. Et le président de la République est capable de faire ça, de faire ces tri. Donc, on ne considérons pas ces gouvernements comme une fin en soi. C'est un instrument de la paix. Et c'est pour cela, il faut qu'il y ait des gens qui ont cet état d'esprit. Même dans un match de foot, l'entraîneur, il y a des joueurs, parfois il coupe, même il dit non. Les supporters peuvent dire, c'est un bon joueur. Alors que l'entraîneur, par rapport à son système de jeu, il dit non. Par rapport à ce qu'il vise, peut-être c'est un nul. Mais l'entraîneur peut viser seulement un nul, un match nul. Donc, je crois que c'est un gouvernement qui doit avoir un esprit, un état d'esprit, une vision animée par des gens, des vertébrés. On peut appeler vertébrés tout ce qu'on veut, mais en tout cas des gens qui savent pourquoi ils sont au gouvernement. Oui, pas pour l'intérêt personnel, pour l'intérêt général. Alors, par rapport à la question... L'unitarisme et fédéralisme, moi je crois que... c'est un débat dépassé. Hein? C'est inopportun. Ok. Irréaliste par rapport au moment. Parce que, autre temps, autre mœurs. Cette question a été soulevée à la conférence nationale européenne. Les options... L'IDPS prône le fédéralisme. Ce n'est pas un sujet de tabou. Ok. En 1900, vers les années 68, on disait il est interdit d'interdire. On ne peut pas interdire les gens de réfléchir, ça en tout cas. Mais pour l'instant, non, on va compliquer l'affaire. Il faut juste s'interroger sur son état d'esprit. Hein, oui, pour l'instant. M. Iva dit, quand il était en train d'écrire, il était dans quel état d'esprit? En tout cas, pour l'instant, sincèrement, ce n'est pas opportun. Ce n'est pas opportun. Il y a déjà... Ça a été réglé même dans... c'est pas seulement... ça a été réglé dans l'article 220 de la Constitution actuelle aujourd'hui. On n'a pas besoin de... L'article 220, est-ce que le fédéralisme va nous amener à une balkanisation? C'est une porte, un billet... la fragilité du pays actuellement peut amener facilement à ça. Mais il ne faut pas confondre deux choses. Le fédéralisme, ce n'est pas le séparatisme. Ah non, ça c'est... Mais dans l'opinion, ça circule comme ça, quand on parle du fédéralisme. Pour ça, donc, il faut se rappeler de la sécession katangaise, donc il y aura... chaque province aura son autonomie. Une idée peut être bonne, mais c'est par rapport au temps. C'est par rapport au temps, par rapport à la sécession, il faut l'adapter. C'est ça, la politique. C'est l'art du possible. Et c'est de lier l'utile et l'agréable. C'est ça la politique. Merci. Président Moïse Monidela, je précise que vous êtes président de ce grand parti, hein, CONAD. Vous étiez ancien ministre de la République démocratique du Congo, un ancien opposant. Aujourd'hui, apparemment, vous entendrez parler, vous devenez républicain. Je l'ai toujours été. Merci. Alors, de l'autre côté, monsieur l'ambassadeur Alé Atundou, plusieurs fois ambassadeur, ancien patron de l'ANER, l'homme qui donne l'espoir à la jeunesse, parce que vous êtes une référence pour plusieurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation également. Je peux témoigner un petit, juste un moment, parce que la jeunesse, j'étais aussi jeune. Je joue au golf grâce à lui. Je lui remercie. Oui, c'est mon parrain du golf. Également à monsieur Yves Mpunga, expert en économie numérique, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2018, une tête bien faite, je me rappelle, ça c'est la deuxième émission, mais quelqu'un m'avait dit, vous devez protéger cet homme, il réfléchit bien, c'est pour un Congo nouveau, nous le voulons. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, chers Congolais. Cette émission est déjà en direct sur notre chaîne YouTube Communication Plus TV, au Centre TV d'Elcas Télévision. Vous allez suivre cette émission dans plus de 16 chaînes, 10e rue, BRT Télévision, Centrale Télévision, Communication Plus et tant d'autres. Une autre RDC est possible. Laissez vos commentaires, prenez part au débat. Au revoir.
Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen.